On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la reconnaissance d'un accident du travail suite à la dépression résultant d'un appel téléphonique avec mon invitée Anna Cristina Chavez, associée chez Adelcho Godard. Anna Cristina Chavez, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'aborder la reconnaissance d'un accident du travail suite à la dépression résultant d'un appel téléphonique, qu'est-ce qui définit légalement un accident du travail? Écoutez, c'est une très bonne question et effectivement, je pense qu'il faut se la poser parce que le cadre est finalement défini, mais on ne le connaît pas toujours. Le cadre, il est défini à l'article L 411-1 du Code de sécurité sociale, non pas du Code du travail. Et il se définit tout simplement, comme très souvent, par un fait, une conséquence et un lien de causalité. Et finalement, la définition, c'est un événement qui intervient de manière précise et datée sur le lieu de travail ou, attention, au temps du travail et qui cause une lésion. Ça peut être quelques lésions. Alors, on connaît bien les D'accord, lésions physiques, mais ça peut être également une lésion psychique, un bien choc sûr. émotionnel, par exemple, ou pourquoi pas, comme on voit là, une dépression. Et tout ça étant causé par, évidemment, en tout cas dans le cadre d'un rapport d'autorité. Voilà, Donc c'est on en vraiment sait ça. plus sur, la notion, la définition d'accident du travail. Est-ce que du coup, une dépression peut être considérée comme un accident du travail? Eh bien, écoutez, Arnaud, la réponse est clairement oui. Et j'ai envie de dire, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce que les premiers cas en jurisprudence se sont révélés en 2003, puis 2004. Alors, c'était souvent sur le lieu de travail, vraiment, le lieu habituel du travail, et c'était des employés qui faisaient face soit à un choc émotionnel au moment d'un entretien avec le supérieur hiérarchique, mais donc D'accord, physique, soit, une agression. C'est, en 2004, c'était un employé de banque qui avait été agressé avec une arme blanche par un client. Donc voilà, donc dans ces 2 cas-là, finalement la dépression qui avait découlé de cet événement bien précis et bien daté avait été reconnue, y compris par la Cour de cassation, ce qui n'était pas le cas de la d'accord. CPAM à l'époque, mais par la Cour de cassation comme un, véritable accident du travail. Et vraiment, le dénominateur commun, c'est le caractère soudain de ce choc émotionnel qui provoque une dépression. D'accord, caractère soudain de l'événement. Alors, est-ce qu'un entretien téléphonique professionnel peut-il être à l'origine d'un accident du travail? Oui, alors c'est justement la question qui se posait, sachant que avec l'évolution, je vous l'ai dit, en introduction, il faut bien faire la distinction entre ce qu'est le lieu de travail et le temps de travail. On D'accord, avait déjà des cas de reconnaissance d'accident du travail, lors de missions du salarié ou lors de certains déplacements professionnels, y compris on en a connu, lorsque l'employé avait un accident, à l'hôtel par exemple, alors bien qu'il sûr. était en déplacement professionnel. Et maintenant, le télétravail est arrivé. Absolument, le télétravail est arrivé et un arrêt très récent de cour d'appel de Grenoble est venu statuer très clairement et il a finalement clarifié, un article du code du travail pour le coup, qui est l'article 1222-9, qui lui dit que, parce qu'il faut bien, faire évoluer le droit en même temps que les formes de Bien travail sûr. elles-mêmes évoluent, et donc cet article nous dit tout simplement qu'un accident intervenu en télétravail est présumé être un accident du travail, puisque le domicile du salarié n'est qu'une extension du lieu de travail habituel. Alors, intéressons-nous maintenant à l'angle de l'employeur. Comment l'employeur peut-il contester la qualification d'accident du travail si l'employé lui dit je suis en dépression suite à l'entretien qu'on a eu ensemble? Comment l'employeur peut-il contester cette qualification? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'accident du travail, c'est le salarié qui a la main. C'est lui qui peut donner cette qualification, tout simplement parce que cet incident est intervenu, ou une suite d'incidents sont intervenus sur le lieu ou au temps du travail. Et ça change vraiment beaucoup la donne. Donc l'employeur qui n'a pas la main doit immédiatement, dès qu'il a connaissance de cette demande auprès de la CPM, il doit immédiatement rédiger un courrier de réserve. D'accord, Et pour ça, il va contester un certain nombre d'éléments de l'accident du travail. Le premier élément sur lequel, il va pouvoir éventuellement intervenir, c'est de dire: «Ça s'est pas passé sur le lieu de travail». Et d'accord, là, se pose la question, là effectivement, il y avait pas, d'accident sur le lieu de travail, mais sur le temps de travail. Donc le télétravail, ce qui est un temps du travail, est bien considéré sûr. comme le lieu du travail. Donc on ne peut pas contester dans ce cas-là, mais
de temps en temps, on peut essayer de le faire, et D'accord, notamment de disqualifier en accident de trajet, qui n'a pas le même régime juridique. bien sûr. Le deuxième argument qu'on voit très souvent, et c'est ce que d'ailleurs les employeurs font et ce qu'il avait fait dans l'arrêt du 8 mars dernier, c'est de contester la matérialité. C'est-à-dire que finalement, bah, il n'y a pas de témoin. Mhm. Et en télétravail, c'est facile de contester la Bien matérialité sûr. puisque, effectivement, En il général, n'y a on est pas... seul devant son PC. Exactement. Donc, il ne peut pas y avoir de témoin. Donc, ça, c'est un des points sur lesquels l'employeur peut essayer d'aller. Le troisième point qui est plus intéressant peut-être pour les employeurs, c'est et notamment dans le cas des dépressions, c'est de contester le caractère de fait accidentel, la nature même de fait accidentel. C'est-à-dire considérer que finalement, il n'y a pas de caractère soudain. D'accord, Donc, c'est autre chose. Cette autre chose, c'est ce que la jurisprudence a beaucoup considéré comme une maladie, qui peut ou pas être une maladie professionnelle. d'accord. Et enfin, le dernier point, c'est sans doute, et le plus intéressant vraiment, dans ces considérations de dépression, c'est de contester le lien de causalité. Et donc de faire état, alors c'est pas toujours, mais de faire état de pathologies qui étaient déjà installées avant même le choc émotionnel. Et là, D'accord. ça se traitera autrement, non pas en accident du travail. Alors, si jamais la dépression est reconnue comme un accident du travail, quelles sont les conséquences pour l'employeur? Alors, les conséquences pour l'employeur, elles sont multiples, bien évidemment. La première, c'est que ça confère aux salariés, alors son contrat de travail est suspendu, et ça confère aux salariés une protection absolue contre le licenciement. On ne peut D'accord, plus licencier ce salarié, et tout licenciement qui interviendrait hors cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le salarié, qui n'est pas une cause économique, il faut bien le préciser, hein, bien c'est sûr. très particulier l'impossibilité de maintenir. Hormis ces deux cas-là, vous ne pouvez plus licencier ce D'accord, salarié. Ensuite, il y a des effets, alors ça c'est contre le licenciement, il y a des effets également financiers qui se font sentir, puisque dans les conventions collectives, généralement, il y a une indemnisation de l'accident du travail qui est bien plus élevée, un maintien de salaire pendant parfois 4 mois, 5 mois, 6 mois, à 100%. Donc ça, c'est d'accord, l'employeur qui doit valider que sa prévoyance pourra à minima couvrir en partie ce surcoût. Parce qu'en attendant, il faut aussi, remplacer le salarié, bien donc sûr. c'est un double coût. Et puis, il y a également des impacts sur le licenciement. Quand à la fin de l'arrêt pour accident du travail, il faut licencier le salarié, et ben, on va généralement vers l'inaptitude. Et l'inaptitude, c'est un licenciement qui coûte plus cher. On paye pour une inaptitude professionnelle, il y a d'abord le préavis qui doit être versé, une indemnité légale qui est doublée, et en général, les salariés qui viennent chercher les employeurs sur le terrain de la faute inexcusable D'accord, pour obtenir des majorations et pourquoi pas des amendes. Et sachez quand même que l'amende n'est pas anecdotique, puisque quand vous avez un accident du travail et que le salarié est en mesure de prouver qu'il n'y a pas eu justement d'éléments concrets pour empêcher cet accident du travail, alors même qu'il y avait un terreau sous-jacent, eh d'accord. bien, on peut considérer cette faute inexcusable, et l'employeur, personne physique, est tenu à une amende de 75 000 euros, 225 000 euros pour la société. Des Donc, ce sont des conséquences sujets qui peuvent être lourdes. très lourds. Donc, un sujet à ne pas négliger. Absolument. Comment la jurisprudence a évolué sur cette question? Alors, sur cette question de maladie professionnelle, la jurisprudence, on voit au début, elle appréhendait beaucoup plus la dépression comme une maladie. Donc, le salarié se mettait en arrêt maladie. Donc, comme je vous le disais, là, il n'y a pas de présomption d'accident du travail. Et il fallait ensuite, dans les 2 années de cette déclaration de maladie normale, faire une demande de reconnaissance auprès de la CPM d'une maladie professionnelle. D'accord, Et pour ça, les conditions étaient quand même très compliquées, puisqu'il fallait vraiment démontrer le lien direct entre la dépression et la lésion, donc cette dépression. Et il fallait en plus de ça que ça cause, alors soit la mort, bon, on ne le souhaite pas, soit à minima une incapacité de travail, enfin professionnelle, de 25%, ce qui est quand même très lourd. bien Et vous sûr. voyez cette inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que dans un cas, c'est le salarié, dans le cas de la maladie professionnelle, qui devait prouver le caractère professionnel pour être indemnisé et pris en compte de cette façon. Là maintenant, avec l'accident du travail, on renverse la présomption, et c'est l'employeur qui doit prouver le contraire. D'accord. Alors, pour éviter justement ce type de situation, quelles sont les mesures que les employeurs peuvent-ils faire en termes de prévention? Alors, il y a des mesures très concrètes, et il faut prendre ces mesures très concrètes. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, le fait de ne pas prendre de mesures concrètes expose
l'employeur, personne physique et morale, à hauteur de 225 000 euros d'amende, plus les dommages-intérêts qui sont payés aux salariés. Donc, c'est vraiment C'est important. très important. Et ces mesures concrètes, la première, absolument, c'est le DUERP, le fameux document unique d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. D'accord. Donc, il faut impérativement considérer ces sujets de burn-out. Ensuite, c'est attesté par des formations ou par des mesures très pratiques, une formation managériale pour éviter les abus D'accord. qui peuvent être causés, parce que tout ça, c'est aussi généralement des contextes. Il y a également un autre point qui est très important, c'est la charge de travail. Il faut absolument qu'on fasse un suivi, qu'il y ait une vraie balance entre la vie professionnelle et la vie, et la vie privée. Et là-dessus, il y a quand même une enquête intéressante de la DARES qui a été publiée le 13 août 2024, D'accord. qui est venue statuer sur ce point en disant, bah voilà, les salariés qui ont énormément de charges de travail avec très peu d'autonomie sont ceux finalement qui sont les plus à risque. Donc si vous avez ce type de salarié, il faut impérativement Attention. faire Vigilance attention et de mise, dans les la DUERP. accompagner. Exactement. On va conclure Voilà. là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Bismarck pour un nouveau Lex Inside. Restez curieux et informés.